Mike, tout à l'heure, nos corps se sont rapprochés l'un de l'autre. Alors peut-être on pourrait voir si on a assez de culot pour apprendre ensemble à être mari et femme. Tu m'écoutes? Oui. Réponds-moi! Réponds! Je suis abasourdi. Moi aussi, Mike. Mais pense à nous. On est unique. Parce qu'on est le seul couple au monde qui soit vraiment maître de son passé. Du jour où nous nous sommes rencontrés, au jour de notre mariage, et de tant d'autres instants de vie inoubliables, on n'a pas mérité, Michael, de se perdre l'un l'autre. Oh, je t'en prie. On peut toujours essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien du tout. Mike, mets tes bras autour de moi. Fais-moi vraiment sentir qu'on est un couple, qu'on est deux. Ça te déplaît? Non. Tu sais comment je viens à l'instant de me sentir? L'espace d'une seconde. Comment? Sécurisé. Et c'est de ça dont il s'agit dans un couple. C'est la seule, l'unique et vraie question qui se pose à propos de cette merveilleuse expérience. Nous devons avoir entièrement confiance l'un dans l'autre. Et pour commencer, balayons toutes les autres règles pour n'en garder qu'une seule, seulement une. Soyons sincères entre nous. Disons-nous toujours la vérité, quoi qu'il arrive et quelle qu'elle soit dure à entendre, pénible, horriblement cruelle et douloureuse, ou même menaçante. Quand on pourra se parler sans pour autant se sentir en danger. Quand on pourra se dire ce qu'on pense en toute franchise. Quand on saura se montrer vraiment tel qu'on est. Ce jour-là, on pourra l'un et l'autre commencer à se connaître. Et pour finir, il nous sera possible de nous aimer en toute sécurité. De toujours nous aimer, Michael. Aussi pénible et douloureuse que soit la vérité. Aussi pénible soit-elle. Pour toi ou pour moi, il faut qu'on fasse le serment de suivre cette règle. Je te jure que jamais je n'y manquerai, jamais. Et je te promets qu'avec moi, tu seras en sécurité. Oui. C'est bon, tu as gagné. On essaiera. Mais promets-le, fais-en le serment. Je te jure. Dis-le. Dis-le. Dis-moi que je n'ai rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu sais, j'ai l'impression de revivre notre première rencontre. Michael, je t'aime tant. Je t'aime. Tu es vraiment du tonnerre.
court instant sur Antenne 2, la suite du documentaire consacré au cerveau. Ce soir, gros plan sur notre mémoire et sur son fonctionnement. Existe-t-il un remède miracle pour en avoir plus, pour la retrouver? D'éminents spécialistes vont répondre à toutes ces interrogations dans un très court instant. Bonne fin de soirée avec nous. Alors? Ça croustille sous la dent et dans la bouche c'est fondant. Allez, vos fêtes de vercade, c'est croustille fondant. Rue Gamma, y a le boucher tout taché, l'encre de l'écolier, la crête du pâtissier. Voilà des tâches qui feraient peur à plus d'une lessive. Eh bien, pour vous montrer ce que Gamma peut faire, et sans bouillir, on va rajouter sur les taches de sang de l'encre et en plus de la crème. Lavons ces tabliers séparément. Regardez, avec une autre lessive, il reste des traces. Avec Gamma et ses biodétachants suractifs, impeccable. Vraiment impeccable. Ah oui. Oui, Gamma détache plus pour plus de propreté, même sans bouillir. Ce savoureux pain de campagne vous recommande Bordeaux Chenel, véritable rillette du Mans. Bordeaux Chenel. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? J'ai des ennuis avec ma tête. Vous avez des ennuis avec votre tête? Mais non. Des pertes de mémoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des périodes qui se sont totalement effacées de ma tête. Des périodes récentes. C'est-à-dire ce qui remonte à environ 6-8 mois. Tout ce qui s'est passé depuis, je m'en souviens plus ou moins. Plutôt moins que plus. Mais je me souviens bien de ma petite enfance. De votre petite enfance? De mon enfance. Voilà, c'était passé où, votre enfance? Dans le Poitou. Oui. Poitou. Comment s'appelle ce village? J'en sais. J'en sais. Là, vous vous souvenez, là, de l'école où vous alliez? Bien sûr. Presque du nom de l'institutrice, non? Oui. Comment elle s'appelait? Mademoiselle Brisson. Voilà. Mais si je vous demandais le nom de votre infirmière maintenant qui s'occupe de vous, vous le sauriez? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Et mon nom, vous le connaissez? Oui, mais momentanément, je l'ai oublié, mais je le connais cependant. Ouais. Vous êtes le docteur Signoret. Ouais, c'est ça. Hein? Mais c'était plus difficile que l'institutrice, hein?
Oui, peut-être parce que c'est plus récent. Parce que c'est plus récent. Oui. Oui. Quand tout à l'heure je suis allé vous chercher dans votre chambre, là, puisque vous êtes hospitalisé, depuis combien de temps vous êtes là? Je suis revenue hier soir. Oui. Mais j'étais là avant, il y a quelque temps. Ah bon? Parce que hier soir vous étiez sorti, ou hier, c'est exactement? Oui, je suis sortie. Oui. Pas vrai. Je suis pas sorti. Hein. Ah bon? Ben non. Vous êtes bien renseigné? Oh, je me suis bien renseigné. Je vis là, moi, alors je sais. Hein. Je ne suis pas sortie en famille hier? Non, vous n'êtes pas sorti en famille. Non. Je crois que vous devez confondre avec quelqu'un. J'ai fait une erreur de plus. Ça fait... Oh non, c'est pas méchant. Vous savez très bien que ça va beaucoup mieux. Oui, je le sens moi-même. Enfin, j'ai encore des trous. D'accord, encore des trous. Une cicatrice dans le cerveau et le souvenir de l'instant passé s'efface. Où sont donc classés nos souvenirs anciens pour qu'ils soient si faciles d'accès? Dans tout le cerveau ou dans des régions précises? La mémoire, c'est une propriété globale de notre cerveau de conserver des informations et de pouvoir les utiliser après un laps de temps plus ou moins grand. Il y a une mémoire visuelle, une mémoire des mots, on appelle une mémoire verbale, mais on pourrait aussi dire une mémoire motrice, une mémoire des gestes. Et la mémoire concerne donc l'ensemble de notre cerveau. Mais pour que cette mémoire soit fonctionnelle, il est nécessaire que des structures qui sont situées, je dirais, dans la profondeur de nos hémisphères cérébraux, et non pas au niveau du cortex, comme étaient les structures responsables du langage, viennent en quelque sorte régler et intégrer ce qui se passe au niveau de notre cortex cérébral. Pourquoi oublions-nous les noms propres, les dates ou les numéros de téléphone? Comment peut bien faire Trevor Emmett, ce bagnard de la mémoire, qui peut retenir en 2 minutes 36 chiffres choisis au hasard par un ordinateur? Well, I'll try those group of 6, starting with the first one. That is 859. J'essaie un groupe de 6 en commençant par le premier. 8, 5, 9, 5, 9, 5, 6, 0, 6, 0, 7, 2, 4, 4, 3, 4, 1, 4, 3, 5, 1, 6, 3, 9. Prenons le quatrième groupe. Nous avons les numéros 3, 5, 1, 6, 3, 9. D'abord, pour me rappeler qu'il s'agissait du quatrième rang, j'utilisais une cheville. Et 4, c'est R dans l'alphabet des chiffres. J'utilisais toujours le mot rayon. Rayon me fait penser à une lanterne qui enverrait des rayons de lumière. 3, 5, 1 me donne des sons MLT. J'ai incorporé ces sons dans le mot maillet. 6, 3, 9 me donne le son CHM plus P et I font chimp ou chimpanzé. Donc, il fallait me souvenir de rayon, c'est-à-dire lanterne, maillet, chimp, ce qui se marie très bien. Le chimpanzé tenant le maillet et tapant sur la lanterne. Mais j'ai des difficultés avec le cinquième groupe. Laissez-moi essayer le sixième, puis je reviendrai au cinquième. Je pense que c'est 4, 4, 6, 9, 2, 9. C'est ça. Then, yes, the fifth group, that was 790. Oui. Et puis le cinquième groupe, c'est 7, 9, 0, 7, 9, 0, 0, 6, 9. Oui. Dans les années 20, Karl Lashley enlevait par petits morceaux le cerveau de rats qui connaissaient par cœur leur labyrinthe. Avec une grande blessure, leur mémoire faiblissait. Mais si on leur enlevait moins d'un cinquième du cortex, ils n'oubliaient rien. Lashley n'avait donc pas répondu à la question « Où se trouve la mémoire ?» Un autre neurochirurgien, le docteur Penfield, s'était aperçu qu'en touchant certaines zones superficielles du cerveau, dans le lobe temporal, il faisait jaillir des souvenirs.
Voici un film de 1949. Penfield teste sa patiente Doris Fox. You had, as a little girl, around 7, an illness that left its mark. And so you began to have attacks, which began, I remember you're telling me, with a feeling of fear. Yes, sir. You remember we studied you with the X-ray, with electrograms, saw the pattern of your attack, and there was only one place it could be, and that's right here in your right temporal region. And so we opened it up there, didn't we? Yes. Under local anesthesia. Do you remember the pain? There was no pain. Le docteur Hebb a travaillé avec Penfield. Well, there wasn't. Penfield, before he ever removed any piece of brain, Avant d'enlever une partie quelconque du cerveau, Penfield procédait à une stimulation intensive du cerveau pour découvrir ce que cette partie du cerveau faisait et où il fallait opérer. Donc, une partie du procédé normal était cette stimulation intensive. This is the brain. Now, when we stimulated at 3, you had a tingling in your thumb. You've probably forgotten now. Not very clear. Then underneath this, we stimulated, and to my astonishment, you said, I hear music. Then I repeated it without warning you a little while later, and you said, I hear that music again. Tell us what you heard. Well, I heard what sounded like an orchestra playing, and I asked the nurse where it was coming from, and she asked me the name of it. But I said, I know the song, but I can't think of the name of it. Will you hum it now? You remember it? Yes. Go ahead. Da 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 da. Yes, and then when you got to that point... Penfield obtained these results only from Penfield temporal lobe. obtint ses résultats dans le lobe temporal So he seulement. concluded that memory Donc was il en stored conclut que la mémoire in était the temporal emmagasinée dans le lobe temporal. Mais il ne chercha jamais à savoir si l'incident dont se rappelait la patiente s'était vraiment passé, ni si l'incident s'était déroulé tel que la patiente se le rappelait. And secondly, whether it had occurred in the form that it seemed to the patient. L'autre façon d'aborder le problème, c'est d'aller voir comment l'information circule dans les neurones et y étudier les mécanismes de l'apprentissage. C'est un séminaire sur la mémoire, je crois. Le professeur Jean-Pierre Changeux étudie, lui, les chemins de l'apprentissage au niveau des neurones pour comprendre comment la mémoire peut se former. La mémoire, chez l'homme, est un processus conscient, alors que l'apprentissage, classiquement, ne l'est pas. On apprend à marcher, on se souvient d'une visite dans un musée où on a vu la Joconde ou le déjeuner sur l'herbe. Donc il s'agit de processus quand même assez différents. Il existe des mécanismes d'apprentissage chez certains animaux très simples, mais on ne peut pas dire qu'ils ont de la mémoire. Michael Thompson Thomas dit que lorsqu'il joue, son cerveau se remet à l'heure des premières leçons. If I'm in doubt about what a chord is in a piece, even if it's an orchestral piece, I will play the chord actually in space on a kind of phantom piano, which again is part of my memory. There's a piano here, you don't see it, but it's actually there, and it's there all the time, very conveniently. And I can play any notes on it and hear those notes kind of coming through my fingers, the actual sound of the intervals related to the hand positions that I have. I can really play very complicated sounds that way. Un petit enfant, à 5 ans, on lui met un violon dans les mains. Je n'ai pas fait de violon moi-même, mais j'ai vu ces gosses qui cherchent à attraper les cordes avec les doigts. C'est des efforts de volonté considérables. Vous prenez le même violoniste 20 ans plus tard, c'est devenu un virtuose. Ses doigts jouent sur le violon avec une telle agilité que, bien entendu, c'est devenu un acte totalement automatique et inconscient même. Et quelle dextérité! Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau
pour qu'un apprentissage d'une telle qualité ait lieu. Alors je crois que pour simplifier, on pourrait dire qu'essentiellement deux choses se passent. La première, c'est que bien entendu, surtout chez le petit enfant, des nouvelles connexions s'établissent. C'est-à-dire que les neurones sont là, sont présents, mais des connexions innombrables s'établissent. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que, comme vous le savez, l'éducation, c'est une éternelle répétition. Et il est probable que dans le cerveau, la même chose se passe. C'est-à-dire que le geste très complexe du pianotement sur le violon est répété, si bien que les mêmes circuits cérébraux sont utilisés, toujours les mêmes, si bien qu'au bout d'un certain temps, le mouvement se fait de manière automatique en utilisant toujours le même circuit avec une précision parfaite. Le système nerveux est fait de neurones. Un corps cellulaire prolongé de bras fibreux et d'un long câble, l'axone, qui sert à transmettre un message à un autre neurone. Le tout reçoit des signaux d'entrée, les intègre, fait la moyenne et émet un signal de sortie vers d'autres neurones. L'apprentissage, c'est la mise en place d'une trace matérielle dans l'organisation du système nerveux central. Alors, si l'apprentissage a lieu au cours du développement, ce qui est le cas des apprentissages fondamentaux, de la marche, du langage, cette trace va être, par exemple, une topologie d'arborisation nerveuse ou de synapses, un nombre particulier d'épines sur telle arborisation de neurones. Si l'apprentissage a lieu chez l'adulte, je pense que les traces matérielles vont être surtout des modifications d'efficacité de synapses. Efficacité à transmettre ou à ne pas transmettre des impulsions, efficacité aussi des neurones à intégrer ces signaux synaptiques pour donner des impulsions propagées le long des nerfs. Donc la trace matérielle de l'apprentissage peut être de diverses natures, depuis même le nombre de cellules, pourquoi pas, le nombre et la topographie des synapses, jusqu'à des modifications moléculaires discrètes au niveau de la synapse elle-même. Christopher Anderson étudie la jonction nerf-muscle. Il prend des embryons de 5 jours, car à ce moment-là, les motoneurones sont prêts à innerver les fibres musculaires. Il a ainsi un modèle en culture qui lui permet de comprendre comment s'établit le contact entre cellules nerveuses et cellules de muscles. À la suite de ça, on observe la croissance de ce qu'on appelle neurites, c'est-à-dire des axones ou des dendrites qu'on ne peut pas différencier en culture. Et on cherche à voir une influence musculaire sur la croissance de ces neurites. Si on prend des cellules nerveuses et qu'on les cultive en l'absence de tout supplément, on a des cellules rondes, vivantes. Mais si on cultive les mêmes cellules pendant 1 jour en présence de substances venant des muscles, on a donc des cellules avec de longues fibres. Et ça nous permet donc de détecter un effet de facteur de croissance, on appelle ça, et on peut quantifier cet effet et donc doser la présence de facteurs de croissance dans divers extraits tissulaires ou des milieux conditionnés par des cellules. Dans la nature, on pense que ce genre de facteur de croissance pourrait intervenir à des stades donc très précoces, c'est-à-dire vous avez d'abord la cellule nerveuse dans la moelle épinière, la masse musculaire qui est en train de se différencier. Et c'est peut-être pendant la première invasion de ces masses musculaires par les axones, les fibres qui vont de la moelle épinière, qu'il y a une sécrétion par les muscles d'un facteur pour permettre à survivre les cellules, pour les faire pousser. Peut-être à des stades ultérieurs, ce genre de facteur de croissance pourrait jouer un rôle aussi. Parce que par exemple, au cours du développement, il y a une surproduction de synapses. Une synapse est donc la connexion électrique entre la fibre nerveuse et la cellule musculaire. Il y en a trop de produits. Et
ce qu'on constate, c'est une élimination de ces synapses. Et ce qui est possible, c'est qu'à ce stade-là, le muscle sécrète un facteur de croissance, donc qui permet la persistance de la terminaison nerveuse, mais ce facteur de croissance serait sécrété en quantité limitée, c'est-à-dire il n'y aurait pas assez pour toutes les terminaisons, et seulement les terminaisons qui réussissent à capter assez de facteurs pourraient survivre et les autres seraient éliminés. C'est peut-être d'ailleurs les terminaisons les plus actives qui seraient celles qui réussiraient dans cette compétition. Une chose qui est très claire pour un grand nombre de systèmes neuronaux maintenant, c'est que les cellules nerveuses, à chaque stade de leur développement, ont besoin de la présence de leur cible. Il y a donc au niveau du muscle un appel vers les nerfs, un soutien constant en cours de développement et plusieurs appels des nerfs vers le muscle. Autrement dit, pas de muscle, pas de neurones. D'abord, il faut qu'il y ait des neurones pour faire des synapses. Donc, il existe une période de prolifération cellulaire très importante qui a lieu avant la naissance et le nouveau-né a déjà un stock de neurones fini, déterminé. Il ne changera pas ou il ne fera guère que diminuer par la suite. Par contre, il n'en est pas de même du tout de ces synapses, des contacts entre cellules nerveuses. Bien au contraire, dans le cortex cérébral de l'homme, l'essentiel des synapses se forme après la naissance, pendant toute cette période critique de l'apprentissage, la marche, du langage, jusqu'à 15 ans environ. On voit même à certains moments des phases de perte synaptique, de régression, semblables à ceux que j'ai mentionnés à propos de la jonction nerf-muscle. Donc une intense prolifération synaptique suit la naissance pendant la période critique d'apprentissage. That's it. Yeah. Oh. Too small. Too small. No. No. Too small. Too small. How about this one? Oh, that's better. I think the memory for smell is terribly important. It brings back, it generally for me brings back sweet but nostalgic memories. I also find that my memory for skin sensations like air is very important. I remember getting out of a plane for the first time. I'd gone to the tropics and thinking, although I left my hometown, which was New Orleans, when I was 10 years old, thinking this is the way the air felt in New Orleans when I was a child, because it was that balm in the air. I think my earliest memory is the wallpaper in the bedroom in Paris where we lived. It seems to me there were giraffes or something of the sort, and I must have been 5 at the time, maybe even 5. Something along that nature. I remember colors. Pourquoi nous rappelons-nous si peu de notre enfance alors que c'est la période où nous ne cessons d'apprendre? Pendant ces années de formation, nous avons tout appris sur notre langue. Nous avons appris comment se déplacer dans le monde environnant. Nous avons appris toutes sortes de choses. Mais nous ne nous rappelons pas ces événements. Le pourquoi de cet état de choses a intéressé beaucoup de gens pendant des années. Freud et les psychanalystes disent que ces souvenirs sont refoulés, que nous les oublions parce qu'ils datent d'un moment difficile de notre vie, d'une période de trauma pour certains. Nous avons refoulé ces souvenirs. Je pense que l'étude de l'amnésie et les opinions plus modernes suggèrent une autre possibilité. Dans les premières années de notre vie, nous n'avons pas développé pleinement les parties du cerveau qui favorisent la mémoire des événements. The first day of kindergarten is really hard to remember. Well, because there's so many days. And it was 2 years ago. And I had 2 years of kindergarten. I mean, one day could be another. When you are very young, time passes very slowly. And as you get older, time simply whizzes by.
And Mother once said to me, once you're past 50, every 15 minutes it's breakfast. Ce qui est fixé très tôt semble être à notre disposition pour la vie. Le comédien anglais Stanley Holloway, aujourd'hui disparu, le constatait tous les jours. Farewell, a long farewell to all, my greatness. This is the state of man. Today he puts forth the tender leaves of hope. Tomorrow blossoms and bears his blushing honours thick upon him. I could go through that whole speech today, and I've never seen it since I was about 12 or 13. But that's what memory does. But it fools you because you think you remember these things and suddenly it's gone. It's things that you did 50 years ago, I find I can remember, but things I did 5 weeks ago, I've no idea. A glass of sherry wine, a glass of sherry wine. Oh, when I'm drinking sherry, I get very, very, very. Oh, a glass of sherry wine is very, very fine. I don't like beer or whiskey, for they never make me frisky. Some may say it rots your liver, but I'd gladly drink a river full of sherry, sherry, good old sherry wine. I like a glass of sherry wine, a glass of sherry wine. For when I'm drinking sherry, I'm so awfully, awfully merry. Oh, a glass of sherry wine, and it's fine. Something. I forgot it now. I try to remember happy moments because I have discovered through a long life that you really remember the most painful moments and bad notices. I rarely remember the good notices. I remember bad notices. They're all written on my heart like Calais. But I try to remember the good times. Because the bad times you remember automatically. You have a very powerful physiological. Vous avez une réaction physiologique extrêmement puissante. Je m'explique. Vous sécrétez des hormones qui circulent dans le corps et agissent sur le cerveau. Le destin du souvenir semble être très lié à de telles réactions physiologiques. La réaction physiologique déterminerait l'indélébillité de ces souvenirs. Les souvenirs teintés par l'émotion sont les plus durables. Parce qu'une structure qui joue un grand rôle dans les émotions, l'amygdale, est située tout à côté de l'hippocampe. Et ils agissent l'un sur l'autre en envoyant le souvenir en stockage. L'hippocampe a un rôle déterminant dans la mémoire. Ceux qui ont un hippocampe abîmé deviennent amnésiques. Mais cette structure joue aussi sur la mémoire à court terme. Il transmet et fait mettre sous bonne garde les souvenirs nouveaux. Peter a été atteint au cerveau quelques heures seulement après un match de basket. It was really an eerie feeling. I was lying there, I was helpless. I couldn't talk. I was trying to say something, but I couldn't say anything. I knew what was going on about me. I knew they were carrying me out on the stretcher. And it was night, it was dark, and it was cold, being in January. And I was being placed in the ambulance. I remember the ride in the ambulance, the siren blaring. And I remember being taken into the St. Benny's, being taken out of the ambulance. But once I get to St. Benny's, I don't remember anything. Les défaillances de mémoire se produisent de différentes façons. Et chez des patients qui sont atteints dans des régions cérébrales différentes. Ceci porte à croire que plusieurs régions du cerveau contribueraient à la mémoire, qu'elles s'occuperaient de procédés différents que nous voyons interrompus quand les différentes régions cérébrales sont atteintes. L'hippocampe endommagé n'aidait plus Peter à former certains types de souvenirs nouveaux. Have you ever seen this photo before? Yes. Okay, tell me what's happening here. That's Jimmy, Jimmy, what's Jimmy's last name?
What position does President. President. Of? United States. Okay. And how about these two men? Who are they? Reagan. And this fellow who was laid slain. The Egyptian leader is dead. Okay. And the president? President, and well, he's still living. What was the question? What is he doing? Presently? He's down back in Georgia. Okay, very good. Georgia, on my mind. Regarde, je vais vous faire dessiner là. Je vous donne cette feuille de papier et... C'est un escalier. Bon, eh bien, dessinez le même. Voilà. Alors, il faudra bien vous souvenir que, à un certain moment, je vous ai fait dessiner un escalier. Hein? Tenez, je vais maintenant vous montrer des images toutes simples. Regardez, c'est quoi ça? Une poule. Oui, et ça? Un violon. Oui, et ça? Des ciseaux. Oui, regardez-les bien. Redites ce que c'est. Une poule, un violon et son archer, et des ciseaux. Bien sûr. Alors, nous les ramassons et, comme tout à l'heure, vous essayez de, si je puis dire, le conserver dans la tête. Maintenant, je vous donne ça. Regardez. Je l'ouvre. Ah, je sais pas, secouez-le. C'est quoi ça? C'est une boîte. C'est une boîte. En Eh bien, bois. voilà, ouvrez, voilà. Et regardez ce qu'il y a dedans. Sortez-le, mettez-le à côté. Un petit soldat. Voilà. Et un tube de peinture blanche. Voilà. Vous les volez. Et puis vous me les rendez. Tout à l'heure, on a fait des choses ensemble, là. Oui. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez trié des images. Mmh. Je les ai regardées pour voir si elles correspondaient à un tableau que vous aviez mis devant moi. Mmh. J'ai fait quelque chose d'autre. Est-ce que vous vous souvenez? J'ai ouvert une boîte dans laquelle il y avait un soldat et quoi donc? Je ne sais plus, autre chose. Je ne sais plus. Un jeton, non, c'était pas un jeton. C'était un? Je croyais un jeton, mais non, je ne pense pas que ce soit un jeton. Je ne sais plus. Est-ce qu'il y avait des animaux? Non. Vous êtes sûr? Je crois qu'il n'y avait pas d'animaux. Je vous ai peut-être fait dessiner, non? Non, pas aujourd'hui. Je vous ai pas fait dessiner? Non. Sûr? Un escalier. Ah. Et ces images, qu'est-ce qu'elles représentaient? Un escalier? Les images? Ah, les images? Quelles images? Je n'ai pas vu d'images. Ah, je vous ai pas montré d'image. Non, C'est sûr? Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des... Alors je vais aller au tableau, je vais effacer un mot, puis 2 mots, puis 3, puis 4, et puis beaucoup de mots, et vous aurez à le reconstituer. Tout le monde sait depuis toujours que la mémoire, ça s'exerce. Et que c'est un outil indispensable pour passer à un niveau supérieur de connaissance. Il y a donc des exercices de mémoire. Ce texte est lu, puis effacé petit à petit. Les élèves doivent le restituer intact tout de suite. L'ensemble de l'exercice prend un quart d'heure. Il faut à l'alpiniste un corps souple et dédié, accoutumé à une gymnastique complète de l'appareil musculaire. Bon, lâchez vos yeux, je vais passer d'autres. Je vais du friand. Il faut à l'alpiniste un corps souple et délié, accoutumé à une gymnastique complète de l'appareil musculaire. Une parfaite condition physique est indispensable qui requiert vie saine, sobriété, entraînement rationnel. Là, je vais laisser le U. Là, je vais laisser le I. Et on a fait
Ah, là, c'est facile, laisse le A. Oh. Bon, alors, Pierre. Il faut à l'alpiniste un corps souple et délié, accoutumé à une gymnastique complète de l'appareil musculaire. Une parfaite condition physique est indispensable qui requiert l'hygiène, sobriété, entraînement rationnel. Bon, alors, tu as bien travaillé, va effacer encore des petites choses, pas plus de 2. Hein. Bon, et Emmanuel Ray. Une parfaite condition physique est indispensable. Il existe des étapes critiques pour chaque système. Ces étapes correspondent au moment précisément où les synapses se forment, se développent. Dans le cas de la jonction nerf-muscle, on peut considérer que l'étape critique est précisément celle où il y a cette multi-innervation transitoire. Le fait qu'elle est transitoire montre qu'elle est critique, en quelque sorte, puisque c'est à ce moment-là que va se construire le réseau nerveux de l'adulte. Dans le cas du système nerveux central, et en particulier chez l'homme, on n'a pas analysé toutes ces étapes avec précision, mais on peut concevoir qu'il existe aussi, dans ce cas, des étapes de multi-innervation transitoire qui ont lieu, et que c'est à ce moment que, par une stabilisation de certaines synapses et une élimination d'autres synapses, que nous appelons une stabilisation sélective, va s'établir l'organisation de l'adulte. Parce qu'elle comprenait le langage. Point, après un point. Un des résultats majeurs de Hubel et Wiesel, chez le chat et chez le singe, a été de montrer qu'une privation sensorielle, par exemple de la vision d'un œil, entraîne une lésion au niveau du cortex cérébral du chat ou du singe adulte. On sait que cette lésion résulte d'une modification du développement de l'organisation synaptique entre neurones du cortex visuel, et il existe une période critique qui suit la naissance où le jeune singe doit utiliser son œil pour que son cortex cérébral se développe normalement. D'ailleurs, chez l'homme, l'expérience a lieu naturellement lorsque le nouveau-né a une cataracte. Et si on ne l'opère pas très rapidement de la cataracte, eh bien, il aura une cécité due à une lésion non pas de l'œil, mais du cortex cérébral. Donc, l'activité est indispensable à la maturation du système nerveux, à l'établissement des réseaux de synapses de l'adulte. Pierre Benoît descend une électrode dans le cervelet d'une souris où certaines cellules ne reçoivent qu'une seule synapse. Dans le cas du cervelet, ces régressions chez le rat ont lieu environ 2 semaines après la naissance. Mais ça varie selon les espèces animales. Il y a des animaux qui naissent plus ou moins matures à la naissance. Mais l'intérêt du cervelet pour nous, c'est que chez la plupart des animaux, justement, c'est une structure dont la maturation est essentiellement postnatale, donc ça nous facilite l'étude de ce développement. Autrement dit, la maturation va dans le sens du choix de la synapse la plus performante, on peut dire? On ne sait pas. Il se trouve qu'il y a une sélection qui se fait entre les synapses qui sont mises en place à la naissance et qui sont fonctionnelles. Et il y a un phénomène d'élimination de synapses qui aboutit à une structure plus organisée. Il y a un ordre qui se crée dans le système nerveux. Et nous essayons de comprendre ici à la fois les mécanismes de cette sélection et aussi sa signification physiologique. Et nous allons voir le travail de la maturation se faire au niveau de cette synapse et la différence qu'il peut y avoir entre une jeune souris, une souris mutante et une souris normale. La souris adulte. Nous voyons le pic qui correspond à la réponse d'une synapse unique, définitive et constante. Chez la souris mutante, qui a des troubles moteurs héréditaires, on voit une réponse plus grande et une plus petite. Cette cellule a plusieurs synapses, au moins 2.
Chez la souris nouveau-née, même chose. Il y a des petites et des grandes réponses, donc plusieurs synapses. Bientôt, le choix se fera et il en restera une seule au fonctionnement souple et harmonieux. Alors, on part de 75 et on cherche... Alors, s'il y a des moments importants où l'environnement doit répondre à la demande du système nerveux qui est prêt à se développer, si le choix est apprentissage ou extinction peut-être définitive des possibilités, que faut-il faire? Tout le monde se rappelle que les enfants sauvages qui n'ont pas parlé à 7 ans ne peuvent plus parler. Alors, quel est l'âge idéal pour apprendre les langues étrangères, ou l'histoire, ou les maths? Dans le doute, puisqu'il n'y a pas de réponse, nous faisons un peu de tout. Et ce n'est peut-être pas le plus mauvais système, car il permet l'éveil de multiples circuits qui pourront être approfondis par la suite. Sandra, à propos de 220, tu me dis de quel autre nombre il est le multiple? De 3. Parce que 2 et 1 font 3. À ce stade, les développements de la connaissance ne sont pas suffisants pour arriver à définir, entre autres chez l'homme, avec précision les étapes critiques d'un apprentissage particulier. On sait par exemple que les centres du langage se développent régulièrement sur l'hémisphère gauche. Mais chez le jeune enfant, une tumeur peut apparaître dans l'hémisphère gauche. Elle est enlevée, évidemment. En enlevant, on enlève aussi les centres du langage qui, normalement, devraient se développer sur cet hémisphère. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que l'hémisphère droit prend le relais et, à son niveau, se différencie des aires du langage. Donc, vous voyez qu'il existe, évidemment, des possibilités importantes d'adaptation qui ont lieu au cours du développement, mais elles sont surtout importantes chez le jeune, où il y a des possibilités de réorganisation et de régénération très importantes. Elles persistent, évidemment, chez l'adulte, mais dans une moindre mesure. Justement, est-ce qu'on garde quand même une certaine plasticité toute sa vie? Oui, j'espère que notre cerveau, quand même, est susceptible d'adaptation, même passé 40 ans. Mais les aptitudes de régénération, par exemple, des centres du langage sont minimes, malheureusement. Et après une lésion importante de l'hémisphère gauche, il est très difficile de récupérer des aptitudes linguistiques normales. Il y a 13 ans que nous nous connaissons. Oui, juste. Et c'est rigolo, hein. Tout à l'heure, je cherchais mon Dieu, je dis entièrement tout, parce que je ne peux pas le dire quelquefois entièrement. Et là, tout de suite, je dis tout de suite. Bon, vous m'avez rien dit du tout. Si, là, vous voulez dire, tout de suite. Vous avez votre sac dans votre chose, là, vous le demandez, vous le regardiez pour de l'argent, et je l'ai su tout de suite. Tenez, regardez, madame. Voilà, vous allez voir. Comment ça s'appelle, ça? Du blanc. Oh non, comment ça s'appelle? Voilà, Qu'est-ce que voilà c'est, ce que je ça? veux dire. Oui, ben c'est quoi, ça? Je le sais, l'histoire, temps et temps, l'argent qu'on peut le dire. Voilà. Le dire pour ça, Ouais. je ne pas le dire. Mais c'est quoi, ça, alors? J'en sais rien, comment je le dis. Mais comment on s'en sert? Bon, pour l'histoire de... Voilà. Pour l'histoire de ce qu'on fait, bien sûr. Bien sûr. À Utrecht, en Hollande, un scientifique pense qu'il a peut-être trouvé un médicament qui renforcerait une mémoire défaillante. Le docteur De Witt travaille sur la vasopressine. C'est une substance naturelle, fabriquée au niveau du cervelet, qui est transportée jusqu'à l'hypophyse postérieure, puis acheminée dans les vaisseaux sanguins, où elle retient l'eau et corrige la pression sanguine. Mais elle passe aussi dans d'autres centres nerveux du cerveau, et notamment dans le système limbique. À partir de cette substance, le docteur De Witt fabrique une molécule qu'il teste en ce moment. Voici le premier volontaire en traitement. Il commence à voir les effets généraux de la vasopressine. Et nous avons constaté que la vasopressine qui arrive dans ces centres nerveux afflue aussi sur les processus de mémoire.
also affecting these memory processes. Un rat âgé ne se rappelle plus où est la nourriture. Le même après des injections de vasopressine. Bon, ça c'est un rat placebo, c'est-à-dire un rat qui n'a pas reçu d'injection de vasopressine. Et quand il va voir la lumière, il ne va pas sauter. On va voir, ça va pas du tout. La lumière que les rats ne supportent pas est associée à un choc électrique. Il va rester sur le sol. Parce qu'il se souvient moins bien de la situation. Après apprentissage, normalement, ils doivent se rappeler que la lumière précède de peu la simulation désagréable et agir en conséquence. Mais ce rat âgé a tout oublié. Donc le rat est dans la boîte, on envoie la lumière. Et il doit sauter à la lumière pour éviter le choc électrique qui va suivre. Donc il anticipe la réponse. If you look through the literature, you do find that yes, there is an effect of vasopressin. Si vous regardez la littérature, vous verrez qu'effectivement la vasopressine influe sur l'homme, mais non pas sur tous ceux qui souffrent des troubles de mémoire. Par exemple, les alcooliques chroniques, pour qui les troubles de mémoire sont assez sérieux, les effets de la vasopressine sont généralement négatifs. Cela, nous le savons parce que les structures d'assimilation étant déjà détruites par l'alcool, la vasopressine ne peut pas accéder aux endroits touchés. Which are being destroyed, for example, in alcohol, in alcoholics, that are essential for the effects of vasopressin. You cannot expect vasopressin to have an effect on memory. But, for example, there are... Mais, par exemple, certains troubles qui mènent directement aux incapacités de mémoire peuvent provenir de la mauvaise distribution de la vasopressine dans le cerveau. Et dans certains cas de traumatisme, là où la mauvaise connexion entre le cervelet et les autres centres nerveux est plus ou moins en état de non-fonctionnement, on peut s'attendre à voir un effet plus spectaculaire de la vasopressine. Higher centers in the central nervous system are more or less dysfunctioning, then you can expect a marked effect of vasopressin on memory disturbances. And also in the aging. Et dans le cerveau de l'homme qui vieillit, vous pouvez observer que là aussi, quand un problème surgit, soit dans la distribution, soit dans la fabrication de la vasopressine, on peut obtenir de bons résultats en employant la vasopressine comme molécule de substitution. Process the vasopressin molecule, and then you have a good chance that by giving the vasopressin, more or less as a substitution molecule, that you can have a good success on memory. Plus extraordinaire encore. À Lund, en Suède, le docteur Anders Björklund a réussi pour la première fois au monde à faire une greffe de système nerveux. Voilà un rat à qui nous avons appris à trouver une plateforme. On peut le mettre n'importe où dans la piscine et il trouvera très vite la plateforme.
L'hippocampe, on l'a vu, est le centre de tri dans lequel toute nouvelle donnée passe avant d'être stockée. Un rat dont l'hippocampe est lésé ne peut donc se rappeler les événements ou les apprentissages récents. Lorsque Björklund lui fait une greffe de cellules embryonnaires d'hippocampe, toute la zone intéressée se régénère et le rat retrouve la mémoire. Voici le rat dont l'hippocampe est endommagé et le voici après la greffe. Some components of memory function may be influenced by simple cell implants. Certains composants de la mémoire peuvent être influencés par de simples implants de cellules. Si ceci est vrai, il sera peut-être possible un jour d'influencer ou d'améliorer la mémoire des hommes. Dr. Hebb, vous qui avez si longtemps travaillé sur la mémoire, il paraît que vous en manquez maintenant. Et comme les souvenirs récents ont une fâcheuse tendance à ne plus se fixer, vous vous inventez des tas de stratégies pour la vie quotidienne. La perte progressive des cellules cérébrales à partir de l'âge de 25 ans à peu près présente un tableau étrange. C'est le reflet d'une personne qui devient de plus en plus intelligente et de plus en plus efficace en vieillissant, mais qui perd des cellules cérébrales en même temps. Ce que nous voyons est la perte de certaines cellules avec l'âge. Mais l'individu fait un meilleur usage des cellules qui lui restent. Go down this way, Matthew. You like to walk in the hayfield. Walk over this way a little bit. My very earliest memory, Mon premier souvenir, je ne sais pas. J'en ai qui remontent loin, mais je ne saurais les ranger par ordre chronologique et dire lequel était le premier. Mais le froid me rappelle une promenade en canot avec ma mère. Je devais avoir 5 ou 6 ans. En général, il n'y a pas ou très peu de souvenirs d'avant l'âge de 5 ans qui nous restent. Lorsque je coupe du bois pour faire un modèle réduit de bateau pour Matthew, son cerveau doit être frappé par cela. Son expérience des bateaux est si limitée qu'il n'a pas encore les groupements cellulaires qui correspondent à la vue d'un bateau de côté, de face, de la terre lorsqu'il navigue, etc. Come on, Matthew. See, I'm making a boat for the bathtub. That boat?
Nous reviendrons d'ailleurs sur l'enjeu de cette rencontre avec notre invité, Thierry de Montbrial. Le désarmement est-il réellement pour demain? Nous en parlerons en fin de journal. Voilà pour nos titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Veillée d'armes à Genève avant l'ouverture demain du sommet entre les deux grands. Premier sommet Est-Ouest depuis 6 ans, avec, dans le vocabulaire de M. Reagan comme dans celui de M. Gorbatchev, 2 mots-clés, désarmement et guerre des étoiles. Les deux hommes, apparemment, n'attribuent pas le même sens aux 2 concepts. C'est à la fois l'intérêt et la difficulté d'un dialogue qui sera suivi par toutes les télévisions du monde. Depuis Genève, une correspondance de Jacques Abouchard. L'arrivée de M. Gorbatchev aura été marquée par l'impressionnant dispositif de sécurité déployé du côté suisse sur les pistes de l'aéroport. Pour le reste, il s'agissait d'une cérémonie protocolaire sans surprise, avec discours de bienvenue échangés entre le président de la Confédération helvétique, M. Vogler, et son hôte. Après quoi, M. Gorbatchev, accompagné de son épouse en manteau et toque de fourrure, se rendait au siège de la mission de l'URSS auprès des Nations Unies. Dans le même temps, un incident éclatait au cours d'une conférence de presse des officiels soviétiques interpellés pour la 2e journée consécutive par une dissidente récemment arrivée à l'Ouest. Ulcéré, il quittait la salle sur le champ. La seule activité publique de Ronald Reagan consistait en une brève réception à la résidence du président helvétique, alors que ses porte-paroles manifestaient un optimisme prudent devant la presse à la veille du jour J. Nous reviendrons un peu plus tard sur la prochaine rencontre Reagan-Gorbatchev avec Thierry de Montbrial. Loin de Genève, la Colombie essaie de faire face au désastre. 5 jours après la catastrophe et la mort de 25 000 personnes sous une coulée de boue, on mesure les conséquences sociales et économiques de l'éruption du volcan. Olivier Lerner. En 15 minutes, nous avons perdu le travail d'un siècle. Réflexion désabusée des travailleurs agricoles qui ont abandonné corps et biens dans cette bataille qu'ils n'ont pas pu livrer. Il y aura donc des explosions encore, et il y aura même peut-être des arrivées de gros paquets de lave, de magma, qui pourront provoquer des lahares, des coulées de boue aussi violentes et même plus violentes que celles qui s'est produite. Le volcan menace encore et la polémique se poursuit. Des géologues savaient depuis le mois de septembre que ce volcan allait se réveiller. Pire encore, le gouvernement disposait d'un plan d'urgence en cas d'éruption. Japonais, Italiens, Américains et Français ne sont pas restés insensibles au drame. Madame Mitterrand est arrivée aujourd'hui à Bogota avec un chargement de 11 tonnes. Malheureusement, la qualité du matériel médical envoyé sur place n'est pas toujours adaptée à la situation. Premier procès en Italie des pirates du paquebot Achille Lauro, détourné en octobre dernier, le 7 octobre, par un commando palestinien. Le tribunal de Gênes a condamné les 4 auteurs du détournement et le 5e homme du commando à des peines allant de 4 à 9 ans de prison. En fait, le procès portait sur le fait que ces hommes détenaient des armes, un véritable arsenal d'ailleurs. Un 2e procès aura lieu pour le détournement du bateau lui-même et l'assassinat de M. Klinghoffer. Procès au printemps prochain. Journée britannique pour le président Mitterrand, sommet à Londres, entretien avec Mme Thatcher. Le Premier ministre britannique et le président français espèrent que le sommet de Genève sera un succès. Pour l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne, les choses se sont limitées à l'examen d'une liaison France-Manche, le fameux tunnel sous la Manche. Le tunnel sous la Manche, qui sera peut-être un pont ou une combinaison d'un pont et d'un tunnel, sera bientôt une réalité. Madame Thatcher et le président Mitterrand l'ont formellement confirmé à l'issue du sommet franco-britannique. Cette décision de réaliser enfin ensemble un rêve vieux de plusieurs siècles est l'aspect le plus spectaculaire d'un sommet, marqué d'autre part par un petit réchauffement dans le climat des relations entre la France et la Grande-Bretagne. Tout n'est pas oublié, loin de là. Il reste bien des points de désaccord et un arrière-goût d'amertume. Mais le président Mitterrand et Mme Thatcher ont décidé d'oublier, autant que faire se peut, les rancunes, pour travailler dans le concret et essayer d'avancer, même si c'est à tout petit pas. Le sommet soviéto-américain est sans doute pour quelque chose dans cette relative amélioration des relations franco-britanniques. Les pays européens savent qu'il leur faut plus que jamais apprendre à s'entendre et à travailler ensemble. La mort de M. Roger Larocque, le maire de Nouméa, depuis 1953. M. Larocque a succombé à une crise cardiaque. Il était âgé de 75 ans. C'était un grand adversaire, a dit l'un de ses opposants politiques, M. Djibaou. Télé privée, la presse française, la presse écrite, demande au gouvernement de ne pas prendre de décision hâtive dans une affaire qui est en pleine évolution. Le gouvernement, lui, voudrait de son côté agir vite pour la création d'une 5e chaîne.
2 semaines après le coup d'éclat du général Arnold, nouveau réquisitoire contre la gestion de la défense, l'armée. La critique vient du général Méry, ancien chef d'état-major à l'époque du président Giscard d'Estaing. L'un des 4 otages français au Liban serait sérieusement malade, si l'on en croit la djihad islamique. Le malade pourrait être M. Marcel Carton, un diplomate, selon une personnalité libanaise. Le Quai d'Orsay rappelle que le ministère ne cesse de se préoccuper du sort de ces 4 Français. 9 anciens ambassadeurs de France au Liban ont lancé un appel aujourd'hui pour la libération des otages et plus particulièrement pour la libération de M. Carton. 24 heures après l'explosion dans un parking de l'avenue Georges V en plein centre de Paris, on connaît l'identité des 2 victimes tuées par une bombe à l'intérieur d'une voiture. Il s'agit d'un Français et d'un Portugais, délinquants connus de la police, utilisés comme hommes de main par des groupes d'extrême droite ou par le FNLC, le mouvement corse clandestin. On hésite d'ailleurs entre l'hypothèse de la tentative de racket ou de l'attentat politique, ou celle de l'attentat politique. Les chiffres de la bourse, de l'or et du dollar, un dollar en très légère progression aujourd'hui à Paris. Gérard Sebag. À Paris, le dollar valait 7 francs 99. À New York, il cotait ce soir 7 francs 95. L'or, le lingot à Paris était à 83 600 francs. L'once à New York se situait à 323,75 $. Le Dow Jones, 4,47 de hausse, il est à 1439,56. Un marché plutôt instable à New York, l'ensemble des valeurs ont cependant terminé à la hausse, les taux d'intérêt des obligations ayant baissé de plus d'1,5 point. Le taux d'intervention des banques fédérales est de 7,5%. Transactions, 108,5 millions de titres échangés. 718 sociétés étaient à la hausse,